Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Il y a des occasions qu'on ne refuse pas. Il y a quelques jours, j'ai pu passer un peu de temps avec Loana Lecomte. Loana, je vous la présente plus. Elle est la chef de file du VTT cross-country français avec Pauline Ferrand-Prévot. Loana Lecomte fait d'ailleurs son retour dans le Lunch Ride puisqu'elle était déjà l'invitée du podcast dans l'épisode 7. Le fil conducteur de cet épisode express du Lunch Ride, c'est évidemment les Jeux Olympiques. C'est difficile de ne pas les mentionner d'ailleurs. On s'interroge avec Loana sur la différence entre l'athlète qu'elle était en 2021 et celle qu'elle sera en 2024. La compétition ne change pas, mais l'athlète évolue. Avec Loana, on échange sur sa préparation pour les périodes avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle nous dévoile pas mal de petites choses, sauf son choix de vélo pour la course. L'épisode a été enregistré pendant un événement de lancement de la lunette Oakley Sphera, un des sponsors de Loana. Vous l'entendrez, il y a du bruit derrière nous et je m'en excuse. Si c'est trop pénible en audio, vous pouvez nous retrouver également en vidéo sur YouTube et sur vojomag.com évidemment. J'espère tout de même que ça vous plaira. Vous pouvez me soumettre des idées pour des futurs invités sur Instagram, sur le compte @vojomag, et je vous souhaite une bonne écoute. Première question pour toi, avant qu'on attaque le sujet sensible des Jeux Olympiques. J'ai vu que tu étais parti t'entraîner en Afrique du Sud, en VTT, plus récemment, et avant ça, en ski abaissant. Mais tout ça dans le contexte avec l'équipe de France, avec un groupe. C'est quoi l'intérêt pour toi de t'entraîner en groupe par rapport à un entraînement individuel ? C'est vrai que l'équipe de France organise pas mal de choses en groupe. Et j'essaye le plus souvent d'y participer parce que l'émulsion de groupe, ça permet de se motiver, dans des conditions hivernales comme on peut avoir chez nous, de sortir un peu de ce contexte-là, retrouver l'équipe de France, même si c'est pour du ski dans le froid, ça change tout, ça motive, on peut faire des heures sans trop ruminer. Et baissant, ça fait du bien pour l'altitude, pour la montagne, pour tout ça. C'est un peu un stage en fait de cohésion, je dirais. Ouais, tu vas même pas forcément pour le côté purement physique, quoi. Non, c'est ça, il n'y a pas de pression de résultat. On est que début janvier souvent. Donc c'est la reprise pour beaucoup. C'est détente, on fait du volume, on rigole, on mange bien, des petits goûters. Bon, trop bien. Voilà, c'est pas mal pour attaquer la saison 2024 c'est ça, tranquille. Puis c'est un groupe soudé, je pense que c'est une force. Et c'est ce qui peut faire la différence sur des grands événements comme les Jeux. Ouais. Et après, l'Afrique du Sud, là, on était un plus petit groupe parce que c'est quand même un déplacement qui coûte cher. Et pareil, s'entraîner au soleil. Et vous y allez avec un objectif particulier pour faire vraiment quand même beaucoup de volume parce que là-bas, 3-4 heures en Afrique du Sud, peut-être même 5, ça passe 3 fois plus vite que 4-5 heures dans le froid à 5 degrés, sous la bruine, pluie dégueu. Et justement, ça vient de se terminer. L'Afrique du Sud, quand t'as roulé là-bas, ça t'a pas donné envie de faire le Cape Epic un jour ou l'autre ? Si, bien sûr. Si. Un jour ou l'autre, on le verra dessus. Je sais pas si je le dis, mais j'aimerais bien la faire l'année prochaine. Quand même. Allez. Tu sais avec qui t'as envie de le faire ? Je pense quand même avec mon copain. Ouais. Parce que ça fait un moment quand même qu'on roule ensemble et je sais qu'il serait capable de me supporter lui sur une semaine de C'est course. Le seul qui serait capable de tenir une semaine. Ouais, non, je sais pas. Après, soit avec une fille, ou si c'est un mix, ce serait avec lui parce que faut pas quelqu'un qui soit... il est au-dessus de moi physiquement, mais il faut quelqu'un en fait qui s'adapte et qui ne pas être frustré en fait de s'adapter, je pense, à l'allure de sa partenaire. Ouais. Donc c'est vraiment un rêve de le faire parce que là-bas c'est un truc de fou pour le vélo. Ce serait je crois que ça fait rêver tous les VTTistes, peu importe la discipline. C'est ça, puis c'est une expérience de vie, je pense aussi, parce que j'ai jamais fait autant d'heures en une semaine, donc je serais curieuse de voir ça. Avant de parler d'expérience de vie, expérience matérielle, là on est la saison 2024, il y a les Jeux Olympiques évidemment, mais il n'y a pas que ça. Tu as le choix entre un tout suspendu et un semi-rigide. Avec quoi est-ce que tu vas rouler pendant la saison ? Avec quoi est-ce que tu vas rouler pendant les JO ? Alors pendant la saison, j'adore rouler les deux. Je prends énormément de plaisir à rouler le tout suspendu parce que ça passe tout seul, c'est fluide, il est super bien réglé, donc ça c'est top. Et le semi-rigide, pareil, je suis quelqu'un qui aime bien quand même des vélos réactifs, rigides. J'aime bien en fait maîtriser mon vélo et c'est ce que je retrouve sur le semi-rigide. C'est pour ça que j'aime bien changer de temps en temps. Et pour les JO, on verra. C'est pas décidé. C'est à peu près décidé. Vous verrez sur la ligne de départ le jour J. Mais après, non, je suis pas bloquée à 100% sur mon choix. Ça dépendra des conditions, du parcours aussi, comment il évolue.
Mais c'est une carte que tu gardes dans ta manche Voilà. pour l'instant. Tu ne le dis pas à tout le monde avec C'est quoi ça. tu vas rouler. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur quand même de rouler les deux régulièrement, d'alterner. Et puis le semi-rigide, ce qui est bien, c'est que ça permet de se rappeler qu'en descente, il faut vraiment faire attention. Bien, pas être une grosse bourrine. Et du coup, ça rapprend aussi les bases, bien alléger l'arrière, être gainé, et ça fait pas de mal. C'est quoi ton sentiment vis-à-vis des Jeux Olympiques aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, c'est surtout ce qui ressort beaucoup dans toutes mes pensées, c'est vraiment l'envie de bien faire. Et voilà, je sais que depuis plusieurs années, tout le monde m'aide en fait pour vivre cet événement le mieux possible, peu importe le résultat, peu importe ce qui se passera. Et je fais en sorte à l'entraînement de tout faire correctement. Après, c'est t'as envie de bien faire, mais t'as envie de le faire pour toi d'abord, avant de le faire pour les autres. Oui, pas du tout. Mais depuis mon expérience à Tokyo, qui a été dure parce que j'étais pas prête à ça. En fait, les Jeux Olympiques, c'est pas un championnat du monde, c'est pas une coupe du monde, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est pas comparable en fait à une autre course. Et pour moi, je suis pas arrivée aux Jeux en 2021 avec ça dans la tête. Justement, c'est quoi la différence entre la Loana de 2021 et la Loana de 2024? À la Loana de 2021, déjà, elle est arrivée, elle a gagné toutes les Coupes du Monde avant les Jeux. Donc j'ai gagné 4 Coupes du Monde, je crois. Alors que c'était pas prévu. Enfin, j'ai adoré le faire. Si je pouvais le refaire, pourquoi pas. Et non, j'étais un peu la Loana qui découvrait le truc, qui vivait pleinement les choses sans trop penser à... En fait, je maîtrisais pas tout ce que je faisais. Je suivais, j'allais là où on me disait d'aller. Tu disais oui à tout. Voilà, je découvrais. J'avais pas forcément les épaules. Voilà, j'avais 21 ans. Là, je suis pas beaucoup plus vieille, mais j'ai l'impression qu'en fait, en 3 ans, j'ai pris 10 ans de maturité par rapport à ça. Et non, je suis vraiment hyper contente d'avoir vécu ça, avec le résultat qu'il y a eu, toutes les émotions qu'il y a pu y avoir derrière, même s'il y a eu des moments un peu durs. Mais ça m'a appris plein de choses. Et maintenant, je sais que j'ai les épaules pour. Et en fait... Parce qu'il y a eu le volet sportif. Ouais. Finalement, tu étais bien préparée. Et il y a eu le volet après qui était plutôt médiatique. Et c'est ça qui était le plus dur à gérer, c'est ça? En fait, physiquement... Ça allait, j'ai fait une petite chute 2 jours avant, mais physiquement c'était top et je pense que j'ai été un peu subjuguée par le stress, la pression de l'événement. C'est bête, on était 40 filles au départ et il n'y avait presque pas de public, mais c'était pire que n'importe quelle course. Et je me sentais minuscule dans un énorme truc. Et oui, il y a eu aussi les médias derrière. Les médias grand public, j'ai envie de préciser quand même. Non, oui. Mais en fait, en soi, c'est normal. C'est parce que moi, je me suis arrêtée à des titres, à des remarques. Et c'est comme sur les réseaux sociaux. On voit que les mauvais commentaires, mais on voit pas les 99 autres bons commentaires. Et au final, je me suis arrêtée à ça. Et en fait, maintenant, j'ai juste appris à vivre avec et surtout accepter parce que un média, il doit faire il doit avoir un nombre de lecteurs. Il doit donner envie aux lecteurs de lire. Donc, il faut des titres accrocheurs. Après... Oui et non, dans une certaine mesure, il faut quand même rester honnête dans ce que tu racontes. Mais ouais. Non, oui, mais voilà, il y a eu des titres accrocheurs qui étaient un peu blessants, mais il y a eu des fonds d'articles en fait qui étaient presque vrais au final, parce qu'il n'y avait rien de méchant dans les fonds d'articles et puis surtout maintenant j'ai surtout plus confiance en moi, je sais ce que je vaux. Et je le fais avant tout pour moi et pour personne d'autre. Et sportivement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas changer dans ta préparation ou tu préparerais les JO comme tu préparerais un championnat du monde? Non, les JO, c'est l'objectif de la saison. Les championnats du monde, c'est un objectif de saison quand il n'y a pas les JO. Là, cette année, du coup, ça reste aussi un objectif, un mois après. Donc là, on va le préparer du mieux possible, comme je prépare un objectif. Mais sans... Voilà, là, c'est un début de saison, on va dire un petit peu plus doucement. Où je sais que je suis loin d'être à mon pic de forme, où on n'a pas encore fait tout ce qu'il faut. Mais voilà, on ne veut pas griller des étapes parce que je veux pas arriver en fait cet été lassée. Ouais. Les premières Coupes du Monde, tu vas y aller tranquille ou quand tu y vas quand même pour gagner? Toutes les courses que je évidemment. prends, je les fais pour gagner. Et je les fais surtout à fond. Donc voilà, je sais qu'au Brésil, je ne serai pas à mon pic de forme, mais quand même, j'y vais pas non plus les mains dans les poches en dilettante, parce que je sais que toutes les autres concurrentes, la plupart jouent leur sélection olympique sur ces 2 courses-là. Oui.
Et donc moi, je veux pas me prendre un tir parce que je vais pas préparer ces courses. Donc bien sûr que je le prépare et voilà. Et après les JO, il va se passer quelque chose. Ah bah après les JO, la vie elle continue. Voilà, la vie reprend. Oui, les JO, c'est une course exceptionnelle d'un jour. Mais voilà, c'est surtout ça en fait que je travaille. Je veux pas en fait être au fond du trou. Après, peu importe le résultat, parce qu'on peut être au fond du trou même avec une victoire. Hein, c'est les montagnes russes. Après, voilà, je sais que tout l'investissement qu'on met dans un objectif, souvent le creux de la vague, il est encore pire derrière. Mais voilà, j'apprends à faire avec. Et après les JO, il y a les championnats du monde et il restera deux manches de Coupe du Monde qui me tiennent à cœur quand même. Et justement, donc tu as la préparation physique que tout le monde connaît, tu travailles avec ton entraîneur, tu travailles avec des mécaniciens. Est-ce qu'il y a une préparation mentale qui intervient également pour les athlètes comme toi ? Ouais, je fais de la préparation mentale là depuis 2 ans. J'ai aussi vu un psychologue. Et en soi, même si le psychologue va plus sur le plan personnel, en fait, ça aide énormément parce que souvent, voilà, tout est lié. Si on n'est pas bien dans la tête sur le vélo, ça vient pas que du vélo et de la performance, ça vient en fait de ce qu'on peut vivre dans la vie personnelle, ce qu'on a pu vivre petit. Et je trouve que c'est hyper important en fait de travailler là-dessus. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est en fonction de chacun, je pense, de trouver en fait si voilà, vaut mieux aller voir un coach mental, un préparateur mental, un psychologue, un je sais pas quoi. C'est des trucs que tu aurais aimé faire plus jeune ? Ça ? Ouais, que tu aurais ressenti le besoin plus jeune ? Non, parce que quand on m'en parlait, donc notamment avant Tokyo et l'année de Tokyo, je disais c'est bon, la prépa mentale, je me la fais toute seule, machin. Ouais. Mais des fois, en fait, la prépa mentale, elle se fait donc avec des professionnels, mais quand j'en parle avec Yvan Clolus, le sélectionneur, avec d'autres athlètes, avec mon manager Julien Galland, ils sont pas préparateurs mentaux, mais vu de partager ce qu'on ressent, de partager ce qu'on ressent, d'avoir des retours positifs, négatifs, ça permet de se construire et de voir aussi qu'on n'est pas tout seul dans le truc. Voilà, c'est savoir bien s'entourer, je pense que c'est vraiment la clé en fait de ces dernières années. Et tu es une compétitrice, tu es là pour gagner. Ouais. Mais est-ce que tu apprécies aussi tout le process qui vient avant, tout l'entraînement, toute la préparation, où tu serres les dents jusqu'au jour de course ? Ah non, mais moi j'adore m'entraîner. Mais vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs je suis quelqu'un qui fait très peu de courses en fait dans une saison. Bon, l'année dernière c'était un peu différent, on a testé quand même pour voir si j'étais capable de tenir en faisant, je crois que j'ai pris 28 départs en comptant les XCC et les XCO et finalement ça a tenu. Mais je suis quelqu'un, en fait j'adore, c'est préparer une course ou arriver sur une Coupe du Monde et en sachant que je me suis entraînée 2 semaines chez moi parce que je pense qu'en fait je me fais plus mal à l'entraînement qu'en course. Et ça, c'est ce qui me motive. En fait, j'adore m'entraîner. Question mystère d'une certaine Myriam Nicole. Voilà. Vous étiez à la muscu ce matin. Tu étais à la muscu ce matin. Ouais. Combien est-ce que tu as soulevé en développé couché ? Développé couché, je soulève rien du tout. J'ai pas fait de développé couché, je vais être à 20 kilos. C'était pas le développé couché, c'était non, quoi ? C'était des squats. C'était les squats. Et donc combien au squat ? Non, là, c'était pas très lourd, à 80 kilos un squat. Allez, ça fait un peu plus qu'une Loana quand même. Hein. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as déjà discuté justement des Jeux Olympiques et de la compétition et du sport de haut niveau en général avec des athlètes d'autres sports ? J'ai beaucoup échangé avec Renaud Lavilloni. Ouais. Et c'est un athlète vraiment inspirant. Son sport n'a rien à voir. Non, pas du tout, mais toute l'expérience qu'il a, c'est une légende dans son sport, même dans le sport français, même mondial, c'est une légende. Et de voir en fait, d'échanger avec lui, il n'y a pas une chose qui m'a marquée, mais c'est un tout, c'est un contexte, et surtout sur la confiance en soi et de connaître en fait, de savoir de quoi on est capable, et ça, c'est une grosse force chez lui. Ouais, lui, il a enchaîné les Olympiades, il a été très médiatisé également. C'est ça, il a su rebondir après des blessures, et ça, c'est vraiment un grand athlète et j'adore échanger en fait avec plein d'autres athlètes, même avec Myriam, même si elle fait pas un sport olympique. D'échanger avec elle sur son parcours, c'est un truc de fou. Je me dis, mais en fait, moi, quand il m'arrive une bricole, je peux pas baisser les bras. Quand je vois en fait tout ce que eux ont traversé, comme ils ont su rebondir, et après, je sais pas, gagner des coupes du monde, être championne du monde comme Myriam. Du coup, j'adore échanger là-dessus avec des athlètes, ou échanger même, parler d'autres choses de la vie. Ça et juste pendant les Jeux Olympiques, est-ce que tu vas aller voir d'autres sports ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'aller voir à Paris ?
J'aime beaucoup la course à pied, donc j'aimerais bien quand même un jour aller voir dans un stade, Ouais. voir Le l'ambiance 100 qu'il y a. mètres. Ouais, non, mais ça doit être un truc de fou. Après, n'importe quel sport, hein, que ce soit triathlon, marathon, enfin quand même des sports un peu d'endurance, parce que je connais un peu, on va dire. Mais même découvrir, enfin voilà, la gym, aller voir du breakdance ou quoi, si j'ai l'occasion, vraiment, j'irai. Et bien sûr, le vélo de route à Montmartre, je pense que ça va être pas mal, ça. Ça devrait être pas mal quand même. Et la course des hommes, est-ce que tu as un petit pronostic pour la course des hommes en VTT? Alors, moi, je pense qu'il y aura 2 Français sur le podium, mais qui, je sais pas. C'est une très bonne réponse. Ça. On est dans un événement avec Oakley qui est ton sponsor. Et je me suis dit, je vais jouer le jeu et je vais te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne lunette de vélo? Pas besoin de rentrer dans un modèle particulier, Ok. mais est-ce qu'il y a des choses que tu recherches en particulier dans une paire de lunettes Moi, de vélo? une bonne lunette de vélo, pour moi, c'est déjà une lunette qui protège du soleil et de toutes les projections qu'on peut avoir. Donc avec des bons verres, et j'ai les yeux clairs, donc c'est vrai que quand ça protège du soleil, c'est toujours mieux. Et surtout aussi une lunette qui tient sur le visage. Ouais. Parce que ça, en VTT, il y a tellement de secousses. Souvent, les lunettes, elles glissent. Et c'est vrai qu'avec les lunettes Oakley, j'ai pas trop ce problème-là. Malgré, j'ai un nez qui qui tient pas trop les lunettes. Mais avec avec Oakley, ça, c'est top. Et voilà, puis c'est une lunette stylée. Ok, c'est une bonne réponse. Et quand on est beau, on va vite. Si Loana gagne les JO, vous savez pourquoi. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.